avocat du diable qui avait même de la peine à trouver les mots pour se justifier. Il tâtonnait sur toutes les questions, il était en train de mentir, il disait que lui, il n'a jamais entendu parler des miliciens. Je voudrais que la technique nous passe l'image des miliciens. Les miliciens, les anciennes images et les images récentes des miliciens. J'ai retrouvé Jeune Afrique, dont parlait la journaliste, qui a interviewé Faure Gnassingbé sur la question des miliciens. Et j'ai retrouvé cet article-là qui dit, la question a été posée à Faure Gnassingbé, et je vous donne sa réponse. Par Jeune Afrique. Les manifestations se sont soldées, les manifestations se sont déroulées depuis le mois d'août et ont fait des victimes. Combien selon votre décompte? Il dit ceci. Je ne cesse de penser à ces victimes innocentes. J'en suis peiné. Nous n'avions pas besoin d'en arriver là. Il y a eu 6 morts par balle du côté des manifestants et 2 morts des forces de l'ordre lynchés et décapités à Sokolé. C'est absolument déplorable. Des enquêtes sont en cours et la justice fera son travail. Et le journaliste de Jeune Afrique d'Ambré, on a relevé la présence des milices qualifiées de groupes d'autodéfense aux côtés de la police et de l'armée. Les reconnaissez-vous? Je rappelle que c'est Yark, à l'époque ministre de la Sécurité, qui avait parlé, lorsqu'il a été interviewé, des miliciens, il avait dit que c'est des groupes d'autodéfense qui essayaient de sécuriser les quartiers contre les manifestants. C'est Yark qui les avait qualifiés de groupes d'autodéfense. Et donc, la question a été posée à Faure Gnassingbé. On a relevé la présence des milices qualifiées de groupes d'autodéfense aux côtés de la police et de l'armée. Le reconnaissez-vous? Voilà la réponse de Faure. C'est une réalité. C'est ce que Faure dit. Faure dit que la présence des milices, que eux-mêmes ils appellent groupes d'autodéfense au Togo, que c'est une réalité. C'est une réalité que je déplore. Mais il faut replacer dans son contexte. C'est une réalité que je déplore, mais qu'il faut replacer dans son contexte. Celui des premières manifestations violentes du PNP et des multiples provocations auxquelles ils se sont livrés et auxquelles se sont livrés les militants de ce parti. C'est cela qui a donné naissance à ces groupes d'autodéfense qui sont également condamnables et que nous condamnons. Voilà la réponse que Faure a donnée à Jeune Afrique sur la question des milices en 2017. Et c'est cette réponse-là que la journaliste a renvoyée au visage de Adjouroubi qui, de façon péremptoire, dit que lui n'a jamais entendu parler de milices. Il n'a jamais connu les milices. Il n'en a jamais entendu parler. Aucune association sérieuse ne l'a saisi sur la question des milices. Et citant les associations sérieuses, il a parlé de la CNDH. La CNDH qui est un instrument du régime. Donc, toujours concernant les milices, il y a en 2017 le Quai d'Orsay qui a réagi. Et je vous lis la réaction du Quai d'Orsay. En 2017, sur la question des milices, le Quai d'Orsay dit ceci. La France reste attentive à l'évolution de la situation au Togo. Nous sommes préoccupés par les rapports sur la présence d'hommes en civil aux côtés des forces de l'ordre pouvant s'apparenter à des milices, a déclaré le porte-parole du Quai d'Orsay, Agnès Romaté, en Espagne. Voilà la réaction du Quai d'Orsay qui poursuit. Le département d'État américain, dans la même veine, a expliqué au correspondant de Los Angeles ceci. L'inquiétude poursuit le département d'État américain porte aussi sur un recours excessif à la force par les forces de sécurité et les rapports selon lesquels des groupes de milices financés par le gouvernement ont recours à la force et à la menace pour perturber les manifestations et intimider les civils. Donc, les milices, non seulement Faure même a reconnu leur présence et il a dit qu'il les condamne, mais le Quai d'Orsay s'en est exprimé, a dénoncé les milices, le département d'État américain a dénoncé les milices, l'ambassade des États-Unis au Togo a fait une réaction le 24 octobre 2017, déclaration du porte-parole État Noët, porte-parole, réaction aux manifestations au Togo. Les États-Unis sont profondément préoccupés par l'escalade de la violence
et les restrictions de la liberté d'expression et de réunion au Togo liées aux protestations sur les réformes constitutionnelles proposées. Nous sommes particulièrement préoccupés par les informations faisant état d'un recours excessif à la force par les forces de sécurité et signalons que des milices parrainées par le gouvernement. Ça, c'est l'ambassade des États-Unis au Togo. Les milices parrainées par le gouvernement utilisent la force et la menace de la force pour perturber les manifestations et intimider les civils. Ça, c'est la réaction de l'ambassade des États-Unis, le département d'État, le Quai d'Orsay, à l'époque des manifestations de 2017. Il y a la Ligue togolaise des droits de l'homme, hein, de maître, dirigé à l'époque par maître Raphaël Adjari-Kwandé, qui a fait plusieurs sorties pour alerter l'opinion et saisir les institutions sur la question des milices. Lettre ouverte à Puce Agbetome et à Yak Damhan. La LTDH dénonce une justice bras armée du pouvoir silencieuse face aux milices. Et donc, ce courrier-là, que je ne vais pas lire pour ne pas rallonger le live, a été adressé à l'époque par Maître Raphaël Adjari-Kwandé, qui était le président de la LTDH d'alors, à Maître Adjari-Kwandé pour attirer, à Yak et à Puce Agbetome pour attirer leur attention sur la présence au cours de ces manifestations des milices aux côtés des forces de sécurité et des forces de l'ordre qui utilisent les machettes, les gourdins et les cordelettes pour frapper les manifestants. Donc, la question des milices, c'est une longue tradition togolaise. Le régime a toujours eu recours à ces milices-là. Et on sait qui finance ces milices-là et qui leur donne l'argent. Donc, aux dernières manifestations, comme Adjourouvi, pas comme Adjourouvi, il est devenu un aveugle. Il ne voit pas bien. Et comme la journaliste lui a demandé, n'avez-vous pas vu les images des milices aux côtés des forces de l'ordre en train de semer la terreur dans la ville? Il dit non, jamais. Personne ne l'a interpellé sur la question des milices. Dans ce live-là, que je sais qu'ils suivent abondamment, nous allons reprojeter les images de ces milices-là, les vidéos de ces milices que nous connaissons presque aujourd'hui totalement parce qu'on fait un travail de documentation sur ces questions de milices, qui les finance. Et je peux vous assurer que l'un des principaux financiers de ces milices-là se trouve dans la chambre à coucher de Faure Gnassingbé. Et donc, Faure Gnassingbé, c'est qui finance les milices autour de lui. Et donc, on fait un travail de documentation terrible de ces milices-là avec les nouvelles dispositions en France. Certains parmi eux viennent en France, y compris celui qui les finance, celui qui est chargé de les financer. Ils vont se faire choper prochainement, vous allez voir, même dans toute l'Europe. Et donc, il y a tout un travail qui est en train de se faire chez ces milices-là. On met les noms sur les visages, qui les utilise, qui les envoie, les véhicules qu'ils utilisent, qui les finance. Et donc, voilà les vidéos. Comme Adjourouvi ne le sait pas, on va jouer les vidéos là pour qu'ils puissent avoir la réalité de ces milices. Alors, la technique, vous avez... Voilà les milices. Le gars en vert, on a son identité. Celui qui est en vert là, on a son identité. On sait qui il est. Il a mis le truc, mais on sait aujourd'hui qui il est. Celui qui conduit la voiture, on sait. Ceux qui sont dedans, on sait qui ils sont. Voilà. Et voilà ces groupes-là de miliciens qui sont en train de frapper les gens. Vous voyez? Ces gens ne sont investis d'aucun pouvoir de police ou de gendarmerie, mais ils utilisent des fusils à pompe, des armes, des véhicules pick-up. Ils vont dans les quartiers, ils sèment la terreur, ils arrêtent les gens, ils tuent même les gens. Et voilà. Pacôme n'a pas vu. Notre cher Pacôme, Adjourouvi, il n'a pas vu. Il n'a jamais vu des miliciens. On ne lui a jamais parlé des miliciens. Il ne sait pas que les miliciens existent au Togo. Et pourtant, il est ministre des droits de l'homme. Quand quelqu'un s'appelle Adjourouvi, vous pensez qu'il est intelligent? Être intelligent, ce n'est pas seulement aller à l'école. Le bon sens, ce n'est pas seulement les histoires d'études. Hein. Le bon sens, là, ce n'est pas seulement aller à l'école. Hein? Ce n'est pas seulement aller à l'école. Quand quelqu'un s'appelle Adjourouvi et qu'il est comme il est là, pensez qu'il est suffisamment intelligent. Ces gens-là, ils sont là juste pour la vie. Tous ceux qui n'ont pas eu les facilités qu'ils n'ont pas eu en France, parce qu'en France, quand tu es maire, que tu gères une localité, tu dois faire les comptes.
Et si tu voles un seul euro là, ils vont crier sur toi. Les journaux vont te tabasser en France. Ils vont écrire sur toi, canard enchaîné, tout ça. Ils vont sortir ton nom dans la presse. Donc, il est retourné à Lomé pour avoir les facilités. Celui qui parle là, on vous dit que c'était un avocat. Il a même du mal à s'exprimer. Qui il défendait quand il était en France? Il a gagné un procès en France. Il faisait quoi en France? À part avoir été maire adjoint, il a gagné un procès en France parce que la rhétorique, c'est la première qualité des avocats et des journalistes. Et quand tu maîtrises vraiment l'art de t'exprimer et d'aller défendre les dossiers au prétoire, quelles que soient les questions qu'on te pose, même si tu mens, tu trouveras les mots pour t'en sortir. Mais les 3 troubadours qu'on a envoyés là, à la place de Trimois, de Bodjona, de Gilbert Bawara, qui sont les experts en mensonges, parce que eux, c'est les plus calés en mensonges. C'est les plus calés en mensonges. Trimois, sacré individu, très intelligent, brillant, mais qui a mis son intelligence au service du mal. Lui, quand tu lui poses une question, il a toujours une réponse. Même dans le mensonge, il s'en sort toujours. Bawara, pareil. Bodjona, pareil. Je ne sais pas pourquoi on a laissé cette équipe choc-là pour sortir les nouveaux venus, hein, les nouvelles recrues qui sont arrivés avec leur veste flambant neuf, là, tout cancan, et puis bon, voilà, ils ont voulu marquer leur territoire, mais se sont fait malmener par les journalistes. Même si on avait amené Papson Moutité hein, sur France 24, il aurait mieux défendu, il aurait été à la hauteur de la mission que les 2 avocats troubadours là qu'on a vus. Et je vous assure que si on avait laissé un activiste sur le même plateau que Adjouvi, hein, vous prenez n'importe quel activiste de la diaspora ces temps-ci là, n'importe quel activiste, je ne parle même pas de journaliste, on prend n'importe quel activiste de la diaspora et qu'on amène devant Adjouvi, il va l'écraser. Sur un plateau, il va l'écraser. Il ne pourra pas s'en sortir. Et pourtant, Adjouvi est avocat. Et l'activiste, lui, on dit que c'est un drogué. On dit que c'est des gens qui n'ont pas été à l'école. On dit oui, c'est des gens qui... Mais l'activiste va l'écraser. Quand on voit les arguments que Gilles Benoît Fangbedi et Adjouvi servaient sur les plateaux de TV5, de France 24 et sur leur télévision bizarre là, l'activiste, quel qu'il soit, va les écraser. Je ne parle pas encore de journalistes. Vous prenez n'importe quel activiste aujourd'hui qui se retrouve sur le même plateau avec cet avocat-là, vous allez vous poser la question de savoir si c'est l'avocat qui a été mieux à l'école ou bien c'est l'activiste. Parce que l'activiste, il va parler avec des faits, il sera factuel. Il va laisser les éléments quand il parle. C'est comme je parle, on projette les vidéos. Mais Adjouvi, lui, n'a pas vu ça. On aurait pu prendre hein, pour cette émission hein, quelqu'un comme Papson Moutité. Au moins, lui, hein, il est cohérent dans ce qu'il dit. Il aurait mieux défendu le régime que les troubadours d'avocats que vous avez envoyés qui se sont fait humilier par les journalistes hein, en Mondovision. Au point que Gilles Fangbedi racontait tellement sa vie que Adjouvi a mis la tête comme ça. Il dit, oh là là, lui là, franchement, moi-même je suis un menteur, mais lui là, il a décroché un niveau très élevé. Hein. Il a mis la tête comme ça. Il dit, ah, vraiment, lui là, il a décroché un niveau pas possible, quoi. Parce qu'il était tellement gêné. Quand vous voyez l'expression faciale d'Adjouvi, son visage, les gestes qu'il posait, la sémiologie de l'image, vous voyez tout, il était tellement gêné du larbinisme de Gilles Benoît Fangbedi. Je vais revenir sur Gilles Benoît Fangbedi tout à l'heure. Donc, ils sont arrivés comme ça pour raconter des fadaises, des niaiseries sur le plan international en mentant en Mondovision. Si Pascal Bodjona et Trimois et comment on appelle Gilbert Bawara sont devenus des vétérans, ils n'ont plus la force de venir sillonner les médias. Ce n'est pas ces individus-là qu'il fallait envoyer. On a la preuve formelle aujourd'hui que Faure n'a plus personne autour de lui en réalité. Il n'y a que des médiocres autour de lui. D'abord, ils ont dit qu'il n'y a aucun problème au Togo. Ils ont dit le Togo n'est pas en crise, il n'y a aucun problème. Si le Togo n'a aucun problème, le pays n'est pas en crise. Et que si les événements du 6-5 juin, 5-6 juin, 27, 28, 29 juin n'ont créé aucun problème pour le pays, pourquoi vous dépêchez 3 ministres, non, 2 ministres et un avocat pour venir prendre d'assaut les médias en France?
Vous imaginez combien ils ont payé pour les médias en France? Quand ils ont fait la conférence de presse à Lomé, en invitant les journalistes, la première conférence de presse avec les Madjurba, ils ont donné aux journalistes au Togo 30 000. Quand ils ont fait la conférence de presse à Sarakawa, où les journalistes sont allés, ils leur ont donné 30 000. Vous voyez le respect qu'ils ont pour les journalistes togolais. Les gens sont allés là-bas, les DP sont sortis parce que c'est le gouvernement qui a appelé. Ils ont donné 30 colos. Quand ils sont venus ici en France, ils ont en train de dépenser beaucoup d'argent pour aller sur les médias. Surtout les médias clandestins, là, c'est beaucoup d'argent. Peut-être 20 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros. Et eux-mêmes, ils sont venus peut-être à classe affaires, tout frais payé, dernier hôtel et tout et tout. Tout et tout. Et ils n'arrivent même pas à convaincre. Donc, Paco Matrouvi, voilà une espèce en voie de disparition, un avocat qui est incapable de s'exprimer, de défendre le pouvoir qu'il sert, qui le nourrit, et de raconter des histoires. Il dit oui, que les gens qui étaient sortis avaient lancé des mots d'ordre pour casser l'ambassade de France. Vous avez entendu un seul organisateur des manifestations, que ce soit le 5, le 6, le 27, 26, le 25, le 26, 27, 28, demander qu'on casse l'ambassade de France. Vous avez entendu un seul mot d'ordre des manifestants qui ont demandé de brûler une mairie, de casser une ambassade? Il dit qu'ils ont les cassettes de ces déclarations-là. Il ne dit pas qu'ils ont je sais pas, il dit en 2025, nous on ne savait pas que les cassettes étaient encore les cassettes sont encore. Il dit qu'ils ont les cassettes. Mais vous avez entendu un seul organisateur des manifestants dire qu'il faut attaquer l'ambassade, des ambassades à Lomé, qu'il faut brûler les mairies. Vous avez entendu ça? Moi, ce que j'ai entendu, c'est que les gens ont dit, si vous sortez dans les rues et qu'il y a des gens qui vous attaquent, défendez-vous. C'est ce que les gens ont dit. Mais moi, je n'ai jamais entendu un organisateur des manifestations, ceux qui donnent en tout cas les mots d'ordre, demander qu'on s'attaque à une représentation diplomatique ou qu'on s'attaque à une mairie. Je n'ai jamais entendu ça. Mais Adjouvi, dans son mensonge, dans sa mythomanie, puisqu'en réalité, en parlant d'ambassade, il a dit sur TV5, il a dit aussi sur France 24. En fait, il veut opposer les manifestants aux Français. Au départ, ils ont dit que c'est les Français qui sont derrière, que c'est les Français qui veulent les déstabiliser, que c'est la France, c'est la France, c'est la France, c'est la France. Une fois que cet argument a été battu en brèche, quand ils sont maintenant arrivés en France, ils veulent utiliser la France contre les manifestants en disant oui, vous hébergez des gens sur vos territoires qui demandent qu'on casse votre représentation diplomatique. C'est ce jeu de manipulation auquel il veut se jouer en disant oui, voilà, c'est des gens qui ont appelé à s'attaquer aux ambassades. Moi, je n'ai jamais entendu personne dire de s'attaquer à une ambassade. En tout cas, aucun organisateur. Voilà un mensonge en mondovision d'Adjouvi. Quand il le disait, il n'était même pas convaincu. Mais il pense que c'est des abrutis comme lui qui le suivaient et qui vont avaler le fait que oui, voilà, les Togbovik PC, les Mokonzi, les Agabambo qui sont en France, ils en veulent aux intérêts français et que c'est eux. Avant, ils disaient qu'ils étaient manipulés par la France et la DGSE. Ils ont actionné tous leurs petits loupards là, les petits farfelus, les bons à rien là, disent que oui, c'est la France. Après que cet argument soit tombé maintenant, et qu'il ne peut plus dire que c'est la France, il arrive en France et puis il dit oui, ah monsieur les Français, vous hébergez sur vos territoires des individus qui sont contre vos intérêts. À défaut de nous les livrer, sachez que c'est eux qui demandent qu'on casse vos représentations diplomatiques. Ce qui est totalement faux. À ce jeu-là, Adjouvi, tu ne vas pas t'en sortir. Mais toi, tu es français, Adjouvi. Et tu cautionnes le mal au Togo. Tu cautionnes la torture au Togo. La prochaine fois, là, on va déposer une plainte contre toi. Au moins parce que tu es français, tu seras interrogé par les tribunaux français sur les cas de torture. Puisque tu dis que tu n'as jamais été au courant que Amouron a été torturé. Que Amouron n'a pas été torturé. Mais tu es sérieux là? Tu es un avocat. Par principe, tu es un défenseur des droits humains. Un avocat, c'est celui qui est aux côtés de la veuve et de l'orphelin. Donc, ta fonction même te prédispose à défendre celui qui est victime d'injustice, un avocat. Ensuite, tu es ministre des droits de l'homme. Ta mission, c'est de protéger tous ceux qui sont victimes des violences, quelles que soient dans la cité. Tu viens gaillardement, avec ta tête rasée et ta barbichette de merde là, dire que oui, que Amouron n'a pas été torturé, que tu n'as aucune preuve que Amouron a été torturé.
avec ta tête rasée et ta barbichette de merde. Parce que vous êtes tellement méchant qu'on est obligé d'être vulgaire avec vous. Que oui, que Amron n'a pas été torturé. Tu as un ministre des droits de l'homme, un avocat en plus. Ministre des droits de l'homme et avocat en plus. Ça dit, tu as une double casquette qui te prédispose à la prudence, à relativiser tes propos, à dire peut-être que voilà, nous allons prendre les dispositions parce que la torture est un crime imprescriptible. Quand tu es ministre des droits de l'homme et que tu dis qu'Amron n'a pas été torturé alors qu'il a été torturé, tu es complice de la torture. La prochaine fois, une plainte sera déposée contre toi. Tu es français. Et contre aussi Madjoulouba. On ne sait pas encore si lui est français. On saura bientôt. Mais on sait que lui, sa femme et ses enfants sont français. Là, on est déjà, les enquêtes sont déjà données toutes les réponses. On sait. Mais toi, Adjoulouvi, tu es français. Et tu cautionnes la torture au Togo. Tu vas répondre devant les tribunaux français. Madjoulouba, qui est ministre de la Sécurité, on verra son cas. Vous tous qui soutenez la torture, avec les nouvelles dispositions en France, là, vous allez voir ce qui va se passer. Prenez ça comme vous voulez. Continuez pas à raconter des bêtises. Et donc, Amron n'a pas été torturé, il y a les enquêtes qui sont en cours, et madame, machin, tout ça. Tu n'as pas vu les milices. Amron n'a pas été torturé. Toi, en tant que ministre des droits de l'homme, c'est comme ça qu'on arrête les citoyens. On va l'enlever avec 40 militaires à 21h chez lui à la maison, on la met dans la gendarmerie, on le tabasse, on la met dans un camp de psychiatrique. C'est comme ça qu'on traite les gens qui sont malades, les gens qu'on arrête, qu'on appréhende des citoyens. Toi, ministre des droits de l'homme et avocat en plus. Et vous voulez qu'on croise comme ça les doigts, on vous regarde, on ne dise rien. Mais attendez, ça va se passer comme ça? Pas du tout. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai oublié, peut-être que j'ai oublié quelque chose sur le cas d'Adjoulouvi, je vais peut-être revenir. Ils sont tellement, ces gens-là, franchement, peut-être que je vais revenir là-dessus. Et je vais prendre le cas Gilles Benoît Afangbedi. Si je me rappelle de quelque chose que je dois dire encore sur l'Adjoulouvi, je reviendrai. Gilles Benoît Afangbedi. Et c'est lui vraiment qui fait pitié dans cette histoire-là. Adjoulouvi, lui, il était un ami de jeunesse de Faure Gnassingbé. Il faisait les Kassankou ensemble. Il est aux côtés de Faure Gnassingbé. Lui, il mange bien. Il boit le whisky avec Faure chaque soir. Ils font les Kassankou, ils ont la cigare, ils vivent bien, ils ont tout. Mais Gilles Benoît Afangbedi, lui, je suis triste pour lui parce que nous avons fait le CST ensemble. C'est avec Gilles Benoît Afangbedi qu'on faisait Maître Raphaël Adjarek Bandé, Gilles Benoît Afangbedi, et puis d'autres, qu'on faisait un peu le tour des leaders pour les convaincre de rentrer dans cette initiative-là et de pouvoir rassembler les Togolais pour pouvoir relancer la contestation. Et je me rappelle que quand Feu Agbo-Ibor n'était pas totalement en phase avec nous, quand nous sommes allés pour le voir à son domicile, à Tokoin Trésor là-bas, parce qu'il a un domicile au rond-point de Trésor, pas le domicile qui est à Tokoin Nord, non, il a une autre résidence, au niveau du ministre Acha. Voilà. Et donc, quand nous sommes allés là-bas, avec Gilles Benoît Afangbedi, on a échangé longuement avec le bâtonnier. Nous pensons qu'il faut que... Nous avons échangé longuement avec le bâtonnier et Agbo-Ibor qui nous a fait l'historique du phare et tout. En fait, Agbo-Ibor ne voulait pas rentrer dans le processus du CST, donc il s'essayait de nous du CAD, et donc il nous a fait l'historique du phare et tout. Et on a longuement discuté pour convaincre Agbo-Ibor, puis après on est allé chez Agbo-Ibor et on a vu les autres leaders. Et Agbo-Ibor n'était pas pour, mais le jour-là, je me rappelle quand on est sorti, et Gilles Benoît était très en colère, il dit non, le grand frère ne veut pas vraiment écouter, c'est pas normal, il faut vraiment, et tout. Donc, on s'est battu au niveau du CST, jour et nuit. On a fait énormément de choses. Après, c'est vrai qu'il a eu quelques soucis par rapport à son engagement. Il a eu un redressement fiscal, je ne sais pas, 1 ou 2 redressements. C'était difficile de tenir son cabinet. Il se plaignait. Et après, il a pris du recul et tout. Jusqu'il y a de cela 2 ou 3 ans, il était encore l'avocat
du journal Liberté, qui est un journal très engagé que nous connaissons. Mais on ne savait pas que Maître Afan Gbedi allait rebondir de cette manière-là, est venu nous servir ce qui nous a servi la dernière fois sur TV5, sur ce média bizarre-là. Je n'arrive même pas à connaître. Nous pensons qu'il faut que Gnassingbé laisse le pouvoir pour préserver la réconciliation nationale, pour préserver la concorde. Parce que lui-même, il doit se rappeler que la commission Vérité, Justice et Réconciliation qui est revenue sur les dispositions de l'article 59 prescrivait ou bien recommandait qu'on revienne sur la disposition de l'article 59 pour la concorde, la cohésion, l'unité et la solidarité entre tous les Togolais. Nous pensons qu'en revenant à cette constitution, ce serait bon pour tous les Togolais. Et en aucun cas, lui ne peut faire plus de 2 mandats. Il a déjà fait plus de 2 mandats et nous pensons, il a déjà fait 2 mandats et nous pensons qu'il doit partir. Dans tous les cas, le peuple togolais a marre. Le peuple togolais est fatigué de la famille Gnassingbé qui a eu à gérer sa destinée pendant plus de 48 ans. Dans ces conditions, il doit partir et que 2 personnes fassent leurs expériences. Voilà, Gilles Benoît Afan Gbedi, quand on était dans les rues, en 2012, le CST, on prenait d'assaut les rues, on manifestait et tout ça. Voilà ce que Gilles Benoît Afan Gbedi disait. Il disait plein d'autres choses aussi que je ne vais pas répéter ici pour ne pas faire traîner le live. Aujourd'hui, Gilles Benoît Afan Gbedi, avec les nouvelles couleurs de UNIR, les nouvelles couleurs de UNIR, est à l'antipode de ce qu'il disait hier. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour que cet avocat qui était très engagé sur les questions des droits de l'homme, qui était dans la rue avec nous, est devenu aujourd'hui le plus grand soutien de Faure Gnassingbé, celui-là même qu'il pourfendait dans les rues il y a cela quelques années. Toute la problématique de l'élite togolaise est là. Hein. Toute la problématique de l'élite est là. J'ai parlé la dernière fois des avocats, du barreau et du bâtonnier. J'ai dit, tout le problème qu'on a au Togo, c'est ça. Tout le problème qu'on a aujourd'hui au Togo, c'est ça. Et donc, toute la problématique de notre élite est là. Les universitaires, les avocats, les notaires, les huissiers, les économistes, même les militaires. Toute la problématique, la faillite de l'élite là, ça c'est ça. C'est le symbole ça. Ce sont les indicateurs de la faillite de l'élite. Dire une chose aujourd'hui et soutenir son contraire demain parce que on a des difficultés financières ou parce qu'on a faim ou parce qu'on traverse des moments difficiles. Même s'il y a un adage qui dit en période de faim, c'est pas tout qu'on mange, il y a certains. Moi, je ne peux pas être un avocat. Et je le dis tout le temps, je ne peux pas être un avocat, docteur en droit, avocat de je ne sais pas quoi, tout, professeur d'université. Et donc, j'ai les compétences pour travailler partout. Je peux balancer mon CV partout, je peux travailler partout. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut me pousser, alors que j'ai les compétences, pour me mettre au service d'un système comme ça et devenir un objet de moquerie, même des gens qui n'ont pas mon niveau. On sait que la vie est parfois difficile. Mais quand on a les compétences, on peut travailler partout. La première chose du dictateur, de tout régime dictatorial, c'est d'humilier ses serviteurs. La première personne que le dictateur humilie, ce sont ses propres collaborateurs. C'est-à-dire, le dictateur, dans sa psychologie, il doit soumettre tous ceux qui sont dans son entourage. C'est pour ça que dans certains régimes, le dictateur, il couche même avec les femmes de ses collaborateurs pour vous soumettre. Coucher avec votre femme, c'est la pire humiliation que le dictateur te fait subir. Mais tu ne peux rien faire. Mobutu couchait avec les femmes de ses collaborateurs. On sait que les autres dictateurs font pareil. Donc, le dictateur, lui qui n'a pas le même niveau que vous, il n'a pas le même diplôme que vous, il n'a pas les mêmes compétences que vous, il se dit, moi j'ai le pouvoir et je vais recruter mes serviteurs. Et je vais les humilier. Ils ont beau être des docteurs en droit, des professeurs d'université, ils ont beau être des éminents juristes, je vais les humilier devant la face. Et c'est ce que Faure est en train de faire avec vous. Il vous humilie, il fait en sorte que vous ne représentez absolument rien devant l'opinion. Et lui, derrière son rideau, il rit.
Il se moque de vous. Il dit, ah voilà, je suis tranquille, hein, moi. C'est comme ce discours qu'on entend. Les gens disent, oh, moi, je n'ai pas fait de grandes études, mais si je suis riche demain, je peux acheter tous les grands diplômés, ils vont travailler pour moi. Donc, le problème de notre élite est là. Vous avez des universitaires qui sont promis à une très belle carrière, qui sont des gens qui ont de très bons diplômes, qui ont des parcours fabuleux, qui peuvent briller ailleurs. Mais ils se sont mis au service de la dictature parce qu'ils cherchent des postes, parce qu'ils veulent avoir des responsabilités. Il y a des anciens camarades universitaires, quand je les vois aujourd'hui dans le système RPT Unir, même parfois tordre le cou même à l'histoire. Je me pose la question, si on a fait les mêmes études, quel poste peut m'amener à renoncer à ma propre formation, à mon parcours? Et c'est ça qu'on voit. Et c'est l'image qu'on renvoie dans la société. Et c'est l'image qu'on renvoie dans l'opinion. Et donc, Gilles Benoît Fagbedi, même si les situations sont difficiles pour lui, il a un parcours. Il peut vivre de son travail. Mais il a décidé de choisir la facilité. Et pourquoi? Aujourd'hui, il nous dit que dans son intervention, comme je l'ai dit tantôt, il s'est retrouvé dans ce groupe-là, dans le groupe des 3 troubadours-là. Veste, si vous pouvez renvoyer la vidéo, il parlait là, vous faites une capture de la vidéo de la télévision là. On va un peu décortiquer son habillement, la vidéo, pour que vous voyez le niveau de son larbinisme, le niveau de son griotisme, comment il veut faire plaire, il veut plaire à son nouveau patron. Si vous pouvez passer l'image où il était sur le plateau, et on va décortiquer un peu son habillement. Je l'ai décortiqué tout à l'heure, mais la répétition, c'est une pédagogie. On va décortiquer un peu son argumentaire, mais on va partir de son habillement. C'est-à-dire, sous l'inspiration. Voilà. Vous voyez son habillement? Vous voyez? Même pas comme fait attention. Mais regardez l'habillement de Gilles Benoît Fagbedi. Et vous constaterez que tout est uni sur lui, sauf les cheveux et les lunettes. Donc, il s'est tapé une veste bleue, bon, pour être aux couleurs du monde auquel il appartient maintenant. Il s'est tapé une cravate bleue, il s'est tapé une chemise blanche. Donc, tout ça, c'est aux couleurs de Uni. Et il ne le reste qu'en réalité, à mettre la peinture bleue dans ses cheveux et à fendre le côté Mandela pour que ça soit en harmonie de la tête jusqu'aux pieds. Malheureusement, je n'ai pas vu ses chaussures. Peut-être que les chaussures et les chaussettes aussi sont bleues. Voilà ce que parfois les zélés de la 24e heure font quand ils arrivent dans un nouveau camp pour se faire intéresser. Ils cassent tous les codes. Ils veulent qu'on les remarque. Ils cassent tous les codes. Tout ce qu'il ne peut pas dire, il dit. Tout ce que les autres ne disaient pas avant, lui dit tout. Mais est-ce que vous pensez que depuis qu'il a rejoint le camp uni, qu'il a dit, qu'il a fait des meetings, qu'il a dit que lui supporte sa sœur de Vaughan, Madame Tomega, et qu'il a abandonné le journal Liberté quand sa sœur Vaughan a porté plainte contre Liberté. Vous pensez que Gilles Benoît Fagbedi, il vit mieux que nous? Vous pensez que là où il est là, Gilles Benoît Fagbedi là, il vit mieux que nous? Vous pensez qu'on lui donne suffisamment de marché pour régler ses problèmes financiers? La dictature ne te donnera jamais beaucoup d'argent pour que tu sois à l'aise financièrement. Ils te donneront un peu pour que tu continues d'être à leur service. Ils te donneront jamais, une dictature ne donnera jamais beaucoup d'argent à quelqu'un pour que la personne soit à l'aise et que la personne puisse partir et les laisser. Ils te donneront un peu. Aujourd'hui, peut-être 2 millions, demain 3 millions, après 4 millions. Et ça ne va rien te gérer. Parce que tu as des besoins. Au fil du temps où on te donne de l'argent, tu auras des besoins. Ah, je vais draguer une nouvelle femme, je vais acheter une nouvelle montre, je vais acheter une nouvelle veste, je vais faire ceci. Et donc, one two, l'argent est fini. Tu vas prendre le champagne que tu ne buvais pas avant, tu vas chercher la nana que tu n'avais pas pu draguer avant. Et donc, on te donne des miettes pour que tu sois toujours dépendant du système. Mais il n'y a pas que Maître Benoît Fagbedi qui est l'avocat du RPT Unir aujourd'hui. Et je ne sais pas quel marché on lui donne. Les maîtres Ndjelé qui prennent les gros marchés au niveau de la caisse de sécurité sociale, à la chambre du commerce.
les gros marchés du pouvoir qui sont souvent donnés à des gens comme Maître Ndjelé. Pourquoi le pouvoir n'a pas envoyé Ndjelé sur France 24 ou sur New World TV pour défendre le régime? Maître Dandakou, qui prend aussi des gros marchés dans le système, qui sont des avocats, des brasseries du système, de tout ça là. Pourquoi on ne les envoie pas eux? Et que c'est toi, Gilles Benoît Fagbedi, qui a un cabinet difficilement tenable à Djidjolé là-bas. C'est toi qu'on envoie. Tu viens nous dire que oui, que je vais te lire les chiffres de la pauvreté à Vaughan. J'ai l'impression que ça ne tourne pas bien dans ta tête. J'ai fait beaucoup de dossiers sur la zone des phosphates. Donc, on a beaucoup écrit sur Vaughan, à Hautoué, tout ça, jusque dans les lacs. On a beaucoup écrit, jusque dans le Zior. Je vais te donner les chiffres. Voilà une photo d'une rue. Comme tu dis qu'il faut aménager les pistes rurales. Mais Gilles, tu es sérieux, Gilles Benoît? Tu es sérieux là? Que Fon Gnassingbé, dans son bilan, que chez toi à Vaughan, ils ont aménagé les pistes rurales qui sont bien tracées pour le déplacement des populations. Toi qui viens d'une zone minière, la zone des phosphates, qui se trouve être aujourd'hui la zone la plus abandonnée du Togo, la plus délaissée du Togo. Voilà les routes de Vaughan quand il pleut, les pistes rurales dont tu parles. Voilà les ambulances que vous utilisez à Vaughan. Quand toi et ta sœur, Victoire Tomega, elle allait donner ces ambulances-là aux populations de Vaughan, les tricycles. Et dans une zone des phosphates, une zone où on exploite les phosphates, où des gens qui gèrent les phosphates sont des milliardaires. Voilà Vaughan. Au point Vaughan mémoire. Vaughan mémoire. Et moi, le bon doigt, le Vaughan, oh, malo, afin que je dis. Nous, qu'est-ce que les hommes, Vaughan, mais sous le malo. Ni pas mort. Ambulance, qu'on coup d'Adawa, Victoire Tomega, nous sommes à mon le Vaughan. Passez-moi les ambulances là. C'est ça les ambulances. Hein? Ambulance à eux. Ambulance, quand on y va dans les Vaughan. Tomegani, ministre de, je sais pas, développement la base. Ce sont les ambulances que vous avez données à Vaughan. Ça. Tu mets ça aussi dans le bilan de Fort, n'est-ce pas? Tu mets ça aussi dans le bilan de Fort, n'est-ce pas? Ce sont les ambulances que vous avez données aux gens. Et pourtant, n'enlevez pas les ambulances, la technique, gardez l'ambulance un peu, je vais faire le commentaire. Et pourtant, Vaughan est une ville historiquement engagée pour la liberté au Togo. Pendant la colonisation, c'est une ville qui s'est levée contre les colons, qui s'est battue contre les colons et qui a payé le lourd tribut contre les colons. Vaughan, c'est une ville, c'est une localité qui regorge énormément de richesses. Mais les plus malheureux aujourd'hui au Togo, c'est les gens de Vaughan. C'est les populations de Vaughan. Non seulement elles ont perdu la grande partie de leurs terres qui ont été récupérées pour les phosphates, mais Vaughan n'a pas d'infrastructure. Il n'y a pas la route qui passe par Vaughan et qui va à Anfouin, je pense bien, il n'y a plus aucune route goudronnée à Vaughan. Vaughan abrite le marché, le plus grand marché au Togo, à part Lomé. Le marché de Vaughan est un marché de première catégorie. Mais le marché n'a jamais été construit. C'est des hangars qui sont dans le marché de Vaughan. Voilà les ambulances que vous avez données aux gens à Vaughan. Vaughan, c'est à 60 km de Lomé. Et moi, quand on va y les Vaughan, et moi, les pistes rurales dont tu parles là, c'est les Allemands qui ont tracé ça à Vaughan. Comme la plupart des pistes rurales au Togo, aménagées après par les Français. C'est les Allemands qui ont fait les routes, les pistes au Togo. Après, aménagées par les Français,
sous la tutelle. Et ces pays sont restés les mêmes depuis les indépendances. Et donc, tu es fier de dire que en 2025, où les gens font les autoroutes, les gens font les routes aériennes, les routes souterraines en Afrique. Les gens sont en train de faire les métros en Afrique. Toi, tu viens de dire que le bilan d'un président est bon parce qu'il a tracé les pistes rurales dans ta localité. Pistes rurales que le premier blanc qui a mis pied dans notre pays a tracé il y a 100 ans. C'est quoi ton problème? Les chiffres de Vaughan, 90% des gens, des filles de Vaughan sont des portefeuilles au grand marché de Lomé. 90% des filles de Vaughan sont à Lomé en train de faire abattre les portefeuilles. 90%. Vaughan est la préfecture qui a le taux d'analphabétisme le plus élevé au Togo. Le taux d'analphabétisme, c'est pas parce que toi tu es avocat que tu penses que tout le monde est avocat Vaughan. C'est le taux d'analphabétisme le plus élevé au Togo. Et pourtant, c'est eux qui ont les phosphates. 90% des filles à Vaughan partent à Lomé pour servir à Baté. Les hommes, ils partent au Nigeria, au Bénin et au Nigeria. Les blédons. Anigban balamola dagblo. Anigban balo. Amoko liti anigban. Voganto ko liti anigban. Oina noche. Oina tablibo mekuton. Oina bamono. Fouve liti anigban les noirs dagblo. Il n'y a plus de terre à Vaughan. Il n'y a pas de l'eau potable à Vaughan. Il n'y a pas de l'eau potable à Vaughan. La ville la majorité de Vaud, l'eau des puits, à grand diamètre, c'est dans les cimetières. Et si on a pour les Vaughan, vous donnez, Bénicla, vous donnez. Il y a mon les coussins, les Vaughan, mais préfecture la main. Il y a des puits qui sont à côté des cimetières. C'est l'eau là que les gens puissent pour boire à Vaughan. Tu vois, tu bois de l'eau minérale à Lomé. Tu fais bien tes cheveux, tu mets les shampoings dans les cheveux, tu brilles bien parce que bon, tu veux impressionner les femmes. Mais voilà comment les gens vivent à Vaughan. Les agriculteurs qui sont restés à Vaughan, ils utilisent 100% la roue. Les agriculteurs qui sont à Vaughan, pour le peu de terre qu'il reste là, ils utilisent 100% la roue. Donc, ils sont encore à l'époque du précambrien. C'est-à-dire la dernière époque historique, la préhistorique. Les Vaughan, les filles, 60 km de Lomé. Agrédateur pour les Vaughan, et c'est ce que Victoire Toméga leur a distribué à Gogo. Brouette, roue et machette. 100% des agriculteurs de Vaughan, à l'heure de la mécanisation de l'agriculture. La roue a été inventée à l'âge des métaux. Si tu veux qu'on parle d'histoire, la roue et le coupe-coupe là, ça a été inventé à l'âge des métaux. C'est-à-dire au temps immémoriaux. Des milliers d'années plus tard, à Vaughan, et à Vaughan là-bas, les gens continuent d'utiliser la roue. Et toi, tu viens gaillardement s'asseoir et nous dire oui, que tu es devenu le partisan de quelqu'un qui a fait des miracles dans ta localité. C'est où le miracle? Fort a déjà fait le point de tout ce que les phosphates rapportent au Togo qu'il utilise avec ses amis israéliens. Fort a fait le point. Donc, les populations attendent que la pluie tombe avant de cultiver à Vaughan. Et donc, toi, tu t'es levé gaillardement pour venir nous dire que oui, le président, le PCM, Ford Assingbe, a un bilan, il donne 30 000 francs aux femmes pour les aider, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ça. Et tu mets ça dans son bilan et tu n'as pas honte. Qu'est-ce qui te pousse qu'est-ce qui te pousse à te ridiculiser comme ça? Parce que vous êtes nos grands frères, on peut vous dire aussi la vérité. Nous avons cheminé ensemble. Qu'est-ce qui vous pousse à vous ridiculiser comme ça? Parce que tu as
tu as des besoins financiers, tu as les femmes, tout ça. Parce qu'on sait que, bon, on sait que tu as tellement de femmes et des enfants, il semble que tu en as au moins des enfants de 8 femmes. C'est énorme, hein? On sait que, bon, tu es un franc-tireur, ça on le sait. Mais celui qui veut t'acheter aussi, il étudie tes habitudes. Il essaie de voir si tu aimes le luxe, tu aimes l'argent, tu aimes les voitures. C'est comme ça qu'on étudie les gens avant de les corrompre. C'est comme ça qu'on étudie les gens avant de les corrompre. Si c'est parce que tu as eu des difficultés à tenir ton cabinet et tout ça, au moins pour garder ta dignité, tu aurais pu demander, ah les gars, aidez-moi. Je dis toujours aux gens qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec toutes les capacités qu'on a aujourd'hui, si on a un combattant qui est en difficulté, on peut l'aider. C'est pour ça que quand les gens racontent des histoires, parfois je lis et puis je rigole. Je dis, oh, si moi j'ai besoin d'argent, je ne serai pas parti du Togo. Je ne vais pas fuir le Togo. Je ne vais pas fuir le Togo. Il aurait suffi que moi aussi je me taise, que j'arrête de critiquer le régime et que bon, je n'ai de compte à rendre à personne. Et que je vais me barrer. Ou une fois que je suis arrivé dans la diaspora, je vais dire, bon, je me suis mis à l'abri, je me barre aussi. Ces histoires-là, ça me crée trop de problèmes, je vais me mettre de côté, tranquille. On peut lancer un GoFundMe pour te soutenir. On peut demander aux Togolais de cotiser. Si tu es dans la lutte, si moi, Ferdinand, aujourd'hui, je suis en difficulté et que j'ai vraiment besoin d'argent au point que je ne sais pas, je ne sais quoi faire, au lieu d'aller me compromettre, je dis toujours aux gens, mais vous savez combien je peux lever sur Internet? Avec le peu de crédibilité que j'ai. Ou sous l'inspiration et son savoir-faire, le peu de crédibilité que j'ai. On a pu signer un accord. Le peu de crédibilité que j'ai. Il y a des gens à Lomé, ils m'envoient des préoccupations. J'en parle, le lendemain, c'est réglé. Et les gens m'appellent, disent, Ferdinand, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? La dernière fois, le lundi passé, le dimanche passé, j'ai lu la lettre des gens qu'on a abandonnés au niveau de l'INSET, les gens qui font les campagnes pour la carte ANID. Là. Mais lundi matin, les téléphones ont commencé à sonner dans tous les sens, on a commencé à courir, on a commencé à leur faire des virements, tout ça, des transferts d'argent. Il y en a qui m'ont appelé. Ils disent, grand frère, vraiment merci, que Dieu te bénisse. Qu'est-ce qu'on va faire pour toi? On va cotiser pour te donner. J'ai dit non, je n'ai pas besoin de ça. Je le fais de bon cœur. Je n'ai pas besoin de ça. Donc, si aujourd'hui, moi, Ferdinand, j'ai des difficultés à supposer que je traverse une situation difficile et que j'ai besoin d'argent. Si je lance un GoFundMe là, vous savez combien je peux récolter sur Internet? En 2 semaines, je peux dépasser 100 000 euros. En 2 semaines, je peux dépenser 100 000 euros. Je peux dépenser. Si je dis aux Togolais, les 12 000 Togolais qui sont là sur YouTube, ceux qui sont là, tous ceux qui sont connectés, je dis, les gars, c'est chaud pour moi, aidez-moi. Vous imaginez combien les Togolais peuvent me donner? Il y a des gens qui m'appellent, qui disent, Ferdinand, tu as besoin de quoi? Je dis, rien du tout. Ils sont même surpris. Ils sont même surpris. Il n'y a rien du tout. Donc, si ton cabinet avait des difficultés, tu aurais pu solliciter. On va t'aider. On va t'aider. Mais là, tu vas te compromettre de la pire des manières. Mais il y a une vie après. Tu as ta crédibilité, ta dignité. Même si on te donne un poste de ministre demain, ça ne fera pas long feu, ils vont te dégager. Tu es dans la cinquantaine, tu vas vivre après. Le propre de la dictature, c'est même d'humilier ceux qui les ont dénoncés hier. Ne pensez pas que Faure Gnassingbé a la mémoire courte. Hein. Ne pensez pas que le dictateur a la mémoire courte. Aujourd'hui, tu vas le soutenir parce qu'il sait que tu as difficulté. Il ne te donnera rien d'abord. Il va te laisser rentrer bien dans la boue pour que le peuple se moque de toi. Ça fait bientôt 2 ans que tu fais ce que tu fais là. On ne t'a encore rien donné. Peut-être qu'on t'a donné quelques petits marchés. Mais ils vont te laisser bien descendre dans la boue.
Ils vont te laisser, tu vas te malaxer, tu vas rentrer bien dans la boue. Tu as vu ce que Bodiona a fait là-bas? Ce que Bodiona a fait. Ils vont te laisser rentrer bien dans la boue. La merde qu'ils ont mis partout là, tu vas aller ramasser ça. Et les gens vont te regarder, les gens vont se ridiculiser. Après, ils vont te donner un ministère qui ne vaut rien. Peut-être droit de l'homme. Ils vont te nommer à la place de celui qui a la tête rasée à côté de toi là. Où il n'y a pas de budget. Où il n'y a pas de budget. Tu vas rentrer dans le ministère, tu vas dire, oh, ministère en top, et Gamoulé, mais non, tu as mon bureau, mais fou. Donc, tu vas grignoter sur les petits projets. Et quand tu vas sortir de ce ministère-là, tu n'auras plus rien. Parce que quand tu deviens ministre, tu rentres dans un autre standing. Tu vas vouloir vivre comme un pacha, tu vas boire les meilleurs vins, les meilleurs champagnes, tu vas acheter les meilleures vestes, tu vas draguer de nouvelles femmes. Et quand on va te chasser du ministère, il ne te restera rien. Tu vas arriver dans ton cabinet et tu seras seul. Tu seras seul. Même ce que tu fais aujourd'hui là, déjà, les gens vont fuir ton cabinet. Et nous collons, la manière dont tu es en train de te prostituer là. Les gens qui vont t'amener un dossier, ils vont fuir. Et ton cabinet sera désert. Kofigo avait un cabinet en 90, jusqu'en 80 combien? Quand il a rallié, il y a des mois, il n'avait plus de cabinet. Son cabinet était à côté de la station d'essence qui est en face de la BTC là-bas. Il n'avait plus de cabinet. Parce que les gens ont dit qu'il a trahi. Qui va prendre un dossier pour aller donner à quelqu'un? Donc, il faut mesurer les conséquences de ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Sachant que ce régime-là, il est en difficulté. Il est en fin de vie. Si Faure Gnassingbé est obligé d'aller choisir des gens comme vous pour aller le défendre sur les médias, c'est qu'il est en difficulté. Il est énormément en difficulté. Tout le cinéma que vous avez organisé à Kara là-bas, que Adjourvi a évoqué, si vous pouvez me passer la vidéo, voilà, j'ai dit que si j'ai oublié quelque chose, je vais revenir là-dessus. Si vous pouvez me passer la vidéo de Faure Gnassingbé devant les jeunes de Vala à Kara là-bas, si vous avez la vidéo, la technique, montrez-moi la vidéo, je vais décortiquer cette vidéo.